Royal, Jean Castex, le Premier ministre, disait encore hier la chose suivante: la question n'est pas d'être pour ou contre le confinement, mais de tout faire pour l'éviter. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là, qu'il faut se battre pour éviter le confinement, ou comme l'évoquait Luc à l'instant, et comme le disait Axel Kahn tout à l'heure sur ce plateau, se dire que ça peut être une arme utile si on est capable de la mettre à profit, bien sûr? Oui, bien sûr, il faut éviter le confinement, mais le couvre-feu est un confinement. Le couvre-feu est un semi-confinement, mais c'est un confinement en plus qui fait beaucoup de dégâts, comme vient de le dire Boris Cyrulnik, parce qu'il touche violemment l'interaction humaine. Vous voyez, il enlève de la journée la partie où on peut aller faire du sport, on peut rencontrer les autres, on peut prendre un peu de plaisir, aller voir le soleil couchant, etc. Et ça m'amène à dire que nous sommes à un moment crucial aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes à quelques semaines du premier anniversaire du confinement. Tout à fait, le 16 mars, oui. Donc c'est un moment on est demain le 1er mars, c'est dans 15 jours. Voilà. Donc c'est un moment politique majeur. C'est-à-dire que dans cette crise, il y a les considérations médicales. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais il y a les considérations politiques du mode de gouvernance. Et ce que je ferais, si j'étais aux responsabilités, c'est qu'à l'occasion de cet anniversaire des 1 an de confinement, c'est d'en faire le bilan, tout simplement. Parce que vous aurez observé que chaque fois qu'il y a une décision, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de processus démocratique, il n'y a pas de mise sur la table différents scénarios entre lesquels on pourrait débattre et choisir. Mais processus démocratique, pardon, ce serait quoi, Ségolène Royal ? Ce serait aller devant les citoyens en les consultant, en faisant, je ne sais pas, un référendum. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous dites qu'il faudrait... C'est très précis, le processus démocratique. Nous sommes, vous le savez, aujourd'hui dans un état de droit d'exception, puisqu'il y a l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est un état d'exception. Et les pays qui ont maintenu le processus démocratique, en particulier le vote au Parlement, sont les pays où ils s'en sortent le mieux en matière sanitaire. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que la concentration du pouvoir, l'arbitraire du pouvoir, la solitude du pouvoir que nous avons actuellement pour prendre les décisions en France sont efficaces sur le plan sanitaire, puisque les pays qui ont maintenu le processus démocratique, soit les pays du nord de l'Europe, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que ce soit Taïwan, là où il y a les meilleurs résultats, notamment Norvège, Danemark, etc., Finlande, sont des pays qui ont maintenu le processus démocratique. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour rétablir un processus démocratique efficace ? C'est 2 choses qui sont dans le droit public français. C'est d'une part les motivations des décisions. C'est la grande jurisprudence du Conseil d'État. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif a 2 obligations quand il prend une décision. C'est la motivation des décisions et c'est ensuite ce qu'on appelle l'étude d'impact. C'est-à-dire dire devant les Français, par exemple, nous prenons une décision de confinement à 18h, voilà quelles en sont les motivations, et ensuite, voilà quelles en sont les conséquences. Et après l'expérience, voilà les résultats. Vous savez que ça manque de transparence aujourd'hui, que le pouvoir agit de manière trop... Ça manque de 3 choses. Ça manque de transparence, ça manque d'agilité, c'est-à-dire et ça manque de comment dirais-je, de finesse au niveau de la diversité des territoires. Par exemple, dans le premier confinement, il n'y avait aucune raison de confiner le milieu rural ou ce qu'on appelle la France périphérique. C'était peut-être justement une occasion, pour une fois, de leur donner un avantage à ces territoires qui se sentent isolés. Sur le couvre-feu à 18h... Là, on fait du territorial, Ségolène Royal. Les Alpes-Maritimes, le Dunkerque. Non, mais là, c'est très récent. C'est très récent. Mais je finis sur le couvre-feu, parce que je pense qu'il faut sortir du couvre-feu à 18h. Car on ne sait pas si ce couvre-feu a été efficace. Il n'y a pas eu de compte-rendu. Et certains pensent que le couvre-feu... Alors même si Jérôme Salomon, lui, pour le coup, nous disait tout à l'heure, c'était la citation de débilitation qu'il estime que c'était efficace. Mais il ne met sur la table aucune preuve. Et certains pensent, au contraire, que le couvre-feu, indépendamment des dégâts humains que soulignait Boris Cyrulnik, a facilité la circulation du virus, parce que tous les gens se sont agglutinés avant 18h. Le zéro Covid n'a de sens que si on vaccine massivement. Et d'ailleurs, les 2 décisions à impact national qui doivent être prises, c'est d'une part la vaccination. Je rappelle quand même que la France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas fabriquer de vaccins sur son territoire. On nous avait dit il y a quelques semaines que des usines allaient se mettre en mouvement pour fabriquer le vaccin. Donc ça, il faut le faire, il faut accélérer ce processus. Le président, pour le coup, est mobilisé sur ce sujet. Oui, mais pour l'instant, ça n'a pas commencé, donc c'est quand même très long. C'est pas lui qui va les fabriquer avec ses petites mains. Mais... Oui, non, mais on va quand même sur Mars.
Et, et donc, on doit être capable aussi de gérer une crise sanitaire comme celle-ci. L'intelligence humaine doit être capable de le faire. Et la deuxième décision nationale, c'est d'augmenter les capacités d'accueil, de réanimation en hôpital. Ça, c'est toujours pas fait. Aujourd'hui, on nous fait peur avec le variant, parce qu'il y a un discours punitif qui doit aussi s'arrêter à l'occasion de cet anniversaire de la première année de confinement. Vous voulez qu'on culpabilise les Français ? On a ceux qui font les conférences de presse là, ont un discours punitif, infantilisant, qui manque de transparence et qui manque d'explication. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Il faut un discours de responsabilisation et quelque chose qui est clair. Or, aujourd'hui, on nous dit le Covid s'arrête, mais nous avons les variants. Mais ça n'a aucun sens. Est-ce que ces variants entraînent davantage de personnes en réanimation ? Non, puisqu'aujourd'hui, le nombre de personnes en réanimation stagne. Heureusement, et tant mieux. Donc nous avons 3 500 un peu plus de personnes en réanimation. Il y a 7 000 places. On nous en avait promis 14 000. Donc ça, c'est la deuxième urgence à prendre. Et pour terminer, moi je trouve que je ferais beaucoup plus appel aux compétences de l'armée dans le domaine de la gestion de crise. Ils savent faire, les militaires, la défense nationale. Oui. Surtout, on nous a dit qu'on était en guerre et aujourd'hui, on n'est pas capable encore de fabriquer le vaccin sur le territoire. L'armée, pour regarder ces images tout à l'heure, c'était il y a une grosse heure sur les quais de Seine à Paris, l'intervention des forces de l'ordre pour faire l'application du couvre-feu et demander aux Parisiens de rentrer chez eux parce qu'il était près de 18h et qu'il n'était bien évidemment pas question de rester encore sur les quais de Seine. Vous enverriez l'armée pour faire respecter le couvre-feu, Ségolène Royal ? La police fait parfaitement ce rôle. Moi, je vous parle de la gestion de crise. Puisqu'on est, soi-disant, en période de guerre, même si le mot n'est pas tout à fait bien utilisé, non. Mais en tout cas, sur la gestion de crise, la défense nationale, elle sait faire. Elle sait remettre à niveau les capacités d'accueil, elle sait remettre à niveau le traitement. Et contrairement à ce qu'on pense, elle a un processus de gouvernance en période de crise qui est à la fois, au départ, un processus collectif, un processus qui évalue, qui met en compétition différentes hypothèses, qui tranche entre ces hypothèses en fonction de l'analyse qui en est faite, et ensuite qui rend compte et qui fait l'évaluation. Et c'est cette chaîne de décision, et ensuite, il y a la décision est prise, et tout le monde se met en ordre de bataille, si j'ose dire, et tout le monde obéit aux ordres qui sont pris, parce que si ces ordres sont bien expliqués, et si la population française se les approprie, à ce moment-là, c'est encore plus efficace. Alors, le Premier ministre a quand même, parce que vous y avez fait allusion tous les deux, essayer de donner un peu d'optimisme dans sa conférence de presse de jeudi et de parler de vaccination. On va regarder ses propos. Il nous disait la chose suivante. Cette épidémie, nous en verrons le bout. La progression de la campagne vaccinale nous permet de nous fixer un cap, la fin du printemps. À cet horizon, la protection des plus vulnérables devrait nous permettre de réduire les effets de cette épidémie sur la population tout entière. Il y a quand même une toute petite lueur d'espoir, Ségolène Royal, quand il nous dit la fin du printemps. C'est un petit momentum positif dans un... J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai voulu essayer de... globalement punitif. Et vous voyez ce qui serait très positif, c'est que dans les territoires, les régions, les villes, les petites villes, le milieu rural, où le virus ne circule pas plus, qu'on lève le couvre-feu. Vous voyez, c'est-à-dire des allègements par endroit. Oui, puisqu'on durcit dans certains endroits. Sinon, il n'y a pas d'espoir. Si là où il n'y a pas de circulation de virus, il n'y a même pas l'effort de dire on lève le couvre-feu. Et c'est pas grave si les décisions bougent. Jamais on va reprocher à un gouvernement, puisque personne ne connaît les mécanismes. On n'a pas encore vécu cela, donc il n'y a pas l'expérience encore. Donc un gouvernement lui dire bah oui, le couvre-feu ne marche bien, ça n'a aucun sens cette phrase. Le couvre-feu, on ne sait pas si c'est positif ou si c'est négatif. En tout cas, là, et peut-être même, je pense qu'il a entraîné davantage de circulation. Mais là où le virus ne circule pas plus, mais libérons les gens. Et c'est d'autant plus important, vous voyez, c'est qu'on a besoin comment dirais-je, de mettre de l'humain dans ce qui est fait, de mettre de la gentillesse, de mettre de la reconnaissance, de dire on sait que vous souffrez énormément et les jeunes souffrent énormément, pas que les jeunes d'ailleurs, mais l'être humain il a besoin d'interactivité. Donc levons le couvre-feu, là ça sera un signal fort du gouvernement parce que c'est une respiration, c'est un signe d'espoir, ça veut dire que là où ça s'améliore, et sur Nice honnêtement. Non, juste sur ce que vous venez de dire, parce que c'est très intéressant, juste rebondir, et je vous fais réagir derrière Luc. Écoutez ce que disait Boris Cyrulnik il y a quelques minutes, parce qu'il prolonge exactement ce que vient de développer Ségolène Royal. Dans ce cas-là. Si on veut diminuer les tranquillisants, la consommation de tranquillisants qui a beaucoup augmenté ces derniers temps, il faut ouvrir les bistrots. Alors on peut ouvrir les bistrots ou ouvrir les théâtres.
Ça a le même effet. Sauf que les théâtres, c'est plus supportable et puis ça pose des problèmes. Et on peut rencontrer, on peut parler. Et le vrai tranquillisant, c'est ça, c'est la rencontre. Et on en est privé actuellement. Là-dessus. Oui. Mais pour qu'il y ait un peu de lien, comme on disait, il y a aussi des députés qui ce matin disaient on peut rouvrir les restaurants le midi. Il y a bien des cantines d'entreprise qui sont ouvertes le midi. Ça aussi, ça peut contribuer à faire du lien. C'est compliqué, Ségolène Royal, vous disiez tout à l'heure, dans les endroits où ça va mieux, on pourrait alléger un peu les restrictions. En même temps, le restaurant, on sait que c'est un endroit où on peut se contaminer parce qu'on enlève le masque pour Oui. manger. Alors où est-ce qu'on met la limite? Il y a aussi les salles de sport, il y Oui. a les lieux de culture quand même, les cinémas, les théâtres, tout ça n'a pas été rouvert. Et ça, vous pensez qu'on pourrait se permettre de le Écoutez, faire? on est bien dans les transports en commun tous ensemble. Donc c'est beaucoup moins contaminant dans une salle de sport où on porte le masque ou dans une salle de spectacle où on porte le masque. Donc ça, c'est incompréhensible de laisser cette répression sur les filières de la culture. Il ne faudra pas après dire qu'on ne savait pas. Quand on va découvrir, vous savez, c'est comme quand il y a une tornade, ensuite on vient et on voit les dégâts. Donc là, il y a la tornade du Covid. On ne voit pas les dégâts sous-jacents, on les pressent, on les rencontre, on les voit. Ça veut dire les dégâts sociaux, psychologiques. Mais c'est considérable. Et c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, le professeur Delfrécy, qui après avoir réclamé le confinement, a écrit dans The Lancet un article pour dire que les conséquences du confinement étaient catastrophiques et même en implication sanitaire. Et pour dire, on pourrait demander aux plus âgés de s'auto-confiner pour justement permettre aux Ils le plus font, jeunes. mais ils le font, Adrien, ils ce le que je veux font, dire par là, ils le c'est font que, déjà. c'est Pas que besoin de les les obliger. soins apportés à cette crise économique profonde, cette crise psychologique, vous savez, 4 Français sur 10 sont en détresse psychologique. 4 Français sur 10. C'est beaucoup moins dans les pays voisins. Beaucoup moins. Donc, il faut maintenir absolument cet espoir et l'être humain ne peut pas vivre sans interaction. Mais alors, tous les deux, Ségolène Royal, vous, ça vous gêne ou pas l'idée que demain on ait ce fameux passeport sanitaire, soit pour dire qu'on a un test négatif, soit pour dire qu'on est vacciné pour pouvoir accéder? Ça me gêne pas, ça me gêne pas. Mais c'est juste pour terminer sur la réouverture, vraiment, il faut distinguer les villes où il y a une forte concentration. Tous ces petits villages où il restait un café, mais même les avoir fermés lors du premier confinement, mais c'est dramatique parce qu'ils ne rouvriront jamais, ils vont s'écrouler. Et donc la convivialité dans tous ces endroits où il y a eu les gilets jaunes, qui revendiquaient justement le fait de se retrouver, le fait d'être loin de tout, le fait de ne plus avoir de services publics, le fait de n'avoir plus rien à proximité, qui se sont retrouvés pour retrouver de la convivialité sur les ronds-points, ceux-là aussi, on les a punis en fermant leurs petits commerces, en fermant les cafés, en fermant les salles de sport, en fermant tout. Mais c'est scandaleux. Donc il y a vraiment une urgence parce qu'il y a un lien entre, la convivialité, l'art de vivre et en même temps le niveau social défavorisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est vraiment quelque chose de très urgent. Vraiment. Alors Ségolène Royal, sauvez-moi. Est-ce qu'il y a un peu d'optimisme de votre côté? Est-ce que vous voyez des raisons d'espérer que le monde d'après soit un peu meilleur tout de même ou pas trop pire? Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu d'optimisme. ça, Écoutez bien, prenez-en de la graine. Et ça, c'est la responsabilité justement des leaders politiques. D'ouvrir le chemin vers un monde meilleur, même si c'est difficile. Vous savez, d'une crise, on en sort soit par le haut, soit par le bas. Comme disait Lerling, là où c'est difficile, c'est là où il y a des crises, c'est là qu'on trouve aussi des solutions. Mais contrairement au premier confinement où tout le monde parlait du monde d'après, essayait d'imaginer, etc., ce qui se passe aujourd'hui avec ce semi-confinement et ces restrictions qui arrivent, nouvelles, c'est la nostalgie du monde d'avant. Donc, je pense que pour construire le nouvel horizon vers lequel on pourrait mobiliser les Français, c'est à la fois de défendre ce qui était bon dans le monde d'avant et en particulier de quoi est-ce qu'on a peur aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on peur les gens, c'est la perte de l'art de vivre à la française. Le café en étant le symbole, le café, la culture, la convivialité, le sport, etc. Cette perte de l'art de vivre à la française. Et ce sentiment que peut-être le gouvernement est partout dans le monde, puisque Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a mis très sévèrement en garde l'ensemble des pays pour ne pas utiliser la crise sanitaire afin de renforcer leur pouvoir et leur pouvoir arbitraire. Donc il faut espérer qu'en France, on n'a pas cela
en arrière-plan parmi les décideurs qui se disent finalement on remet le couvercle sur tout le monde, on est bien tranquille, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de manifestation et on va essayer de traîner ça, cette répression et ce caractère punitif des choses jusqu'aux élections. Ça serait très dangereux et c'est pourquoi je plaide pour que le Parlement ne vote pas la reconduction de l'état d'urgence sanitaire qui malheureusement est déjà jusqu'au 1er juin, mais que le Parlement reprenne ses droits et que les décisions soient débattues et votées avec les représentants du peuple que sont les parlementaires. Parce que là, on aura ce que je disais tout à l'heure, à la fois sans doute des évaluations et des retours sur expérience qui permettront d'ajuster les choses intelligemment au fur et à mesure. Et si on veut sortir de la crise par le haut, on a le défi climatique. Parce que la crise climatique est bien plus violente que la crise sanitaire. Et donc, essayer de conjurer la crise climatique en investissant dans les filières de la croissance verte, c'est ce qui va permettre peut-être de sortir intelligemment des deux crises. Il y a eu des débats écologiques ces derniers jours. C'est peut-être le petit bout de la lorgnette, mais ce qui a le plus agité la classe politique, c'est de savoir si on faisait des menus avec ou sans viande dans les cantines de Lyon. C'était une décision de la mairie de Lyon. Il y a eu des critiques très nettes de la majorité. On va regarder par exemple deux ministres, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie, qui disait « Arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants, donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie. » Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a surenchéri, en plus de l'insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des Verts exclut les classes populaires. De nombreux enfants n'ont souvent que la cantine pour manger de la viande, idéologie scandaleuse. Qui est dans le vrai là, dans cette histoire, Ségolène Royal? C'est les Verts qui se disent, en temps de pandémie, pour des raisons logistiques, faisons des menus sans viande, c'est plus simple, ou c'est le gouvernement qui dit c'est n'importe quoi? Bon, moi je respecte toujours un maire qui prend des décisions parce que c'est pas facile de gérer le sanitaire dans les écoles. Mais honnêtement, il faut que les enfants mangent de la viande parce que vous savez, il y a des risques d'anémie. Il y a des risques dans la viande, il y a du fer, il y a du zinc, donc c'est un apport très important pour grandir. Alors les adultes peuvent se priver de viande, mais les enfants, les adolescents, oui, c'est un bon nutriment pour les enfants et les adolescents. Et par ailleurs, une chose est de réglementer une cantine dans une ville, une autre chose, c'est le slogan menu sans viande, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes, il y a les éleveurs, il y a l'identité française, il y a nos paysages. Vous savez, aujourd'hui, il devait y avoir le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture n'a pas lieu. C'est une grande tristesse pour l'ensemble des terroirs ruraux et de tous les éleveurs qui venaient à Paris montrer leur travail extrêmement dur. Aujourd'hui, ils sont en négociation d'ailleurs avec la grande distribution. Il faut que la grande distribution arrête de faire du chantage sur nos éleveurs en leur disant si vous ne baissez pas vos prix, nous irons chercher de l'alimentation à l'autre bout de la planète. Donc ça, il faut que ça cesse. Et il faut que les agriculteurs aient la juste rémunération de leur travail avec les prix justes de la grande distribution. Et enfin, ce n'est pas écologique de supprimer l'élevage. Parce que le paysage français, il a été construit par l'agriculture française, par les élevages. Regardez, on pourra en citer plusieurs exemples. Moi qui ai contribué en tant que députée du Sud de Sèvres et présidente d'une région très agricole, Poitou-Charentes, à sauver des races bovines comme la race partenaise dans des territoires magnifiques, la race maraîchine, la vache maraîchine dans le Marais Poitevin. J'ai fait ça avec une souscription populaire. Les vaches normandes, il n'y a pas plus beau qu'un troupeau de vaches normandes dans le bocage normand. Les agneaux de Pré-Salé du Mont-Saint-Michel. Enfin, on pourrait faire une longue liste. Je veux entendre quand même un peu Luc, parce qu'on va faire beaucoup de races. J'ai même écrit un livre sur ce sujet. Ah oui, c'est vrai, vous nous l'avez rappelé. Ça s'appelle Pays, paysans, paysages. On va voir. Et ça date un petit peu, c'était quand vous étiez ministre de l'Environnement en 92. À l'époque, c'était sous François Mitterrand. Comment l'identité de nos territoires était liée justement à des productions authentiques. Luc, je voudrais juste prendre les éleveurs un tout petit peu de hauteur. Ces débats-là, je ne vais pas vous demander, Luc, de vous positionner sur est-ce qu'il faut de la viande ou pas. Justement sur le nucléaire, et puis on va avancer un petit peu. Parce que là, Luc, vous attendez une très grande perche sur le nucléaire. Les choses sont assez simples sur l'urgence climatique. Premièrement, il y a urgence. Deuxièmement, nous ne sommes pas au niveau de cette urgence. Troisièmement, le secrétaire général des Nations Unies, qui est chargé de faire appliquer l'accord de Paris sur le climat, vient de lancer une alerte rouge qui est assez rare au niveau de l'ONU sur le fait que la copie que devaient rendre tous les pays en décembre dernier ne permet absolument pas de rester en dessous du réchauffement climatique de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et au-dessus de ce réchauffement, les catastrophes climatiques arrivent. Je signale qu'en Sibérie, il a fait il y a quelques mois 38 degrés
au-dessus du cercle arctique. Voilà la réalité, et qu'aujourd'hui, on a des pans entiers des icebergs qui s'écroulent et qui provoquent une hausse du niveau de la mer. Et la hausse du niveau de la mer provoque la disparition des États insulaires. Voilà. Donc, globalement, il y a une urgence absolue. Comment est-ce qu'on fait de cette urgence une chance de rebond? C'est ça la vraie question. Et est-ce que c'est possible d'aller plus vite et plus fort? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? C'est possible d'aller plus vite et plus fort. Ouais. Et au-delà des micro-débats sur le nucléaire, parce que c'est un micro-débat, le nucléaire, c'est réglé. On a du nucléaire, on fait fonctionner le nucléaire, c'est 50%, la loi l'a voté, j'ai fait voter une loi de transition énergétique, on n'a pas supprimé le nucléaire, donc ça c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est comment est-ce qu'on réduit les gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on réduit la consommation énergétique et comment est-ce qu'on permet de régler les emplois. Donc, il y a une chose très simple à faire en France, puisqu'on a la chance d'avoir un plan de relance de 1200 milliards au niveau européen qui devait être consacré à 30% sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. On lance un immense chantier d'isolation des bâtiments. Et on donne du boulot aux jeunes en les mettant en apprentissage, en les mettant au travail dans leur quartier et en faisant en sorte que, avec ce plan massif d'isolation des bâtiments, on puisse réduire la consommation énergétique, ce que j'avais fait en tant que ministre, qui a été supprimé. Donc on pourrait aussi rétablir le crédit d'impôt de transition énergétique qui permet aux Français de faire des travaux et de payer moins d'impôts, et les territoires à énergie positive qui permet de donner des enveloppes financières à toutes les communes et tous les territoires pour qu'ils fassent plus vite le travail. C'est un sujet majeur, passionnant. Comme vous l'avez vu en bas de l'écran, on a souligné que la bataille de 2022 allait certainement commencer, parce que l'écologie, à coup sûr, ce sera l'un des sujets encore des prochains mois. On y reviendra. Je peux rajouter une toute petite chose. C'est que Biden vient de lancer un immense chantier sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire que quand Trump est sorti de la Non, toute petite, on avait dit on aurait pu reprendre le leadership. Non, parce que dans ce cas, je reprends la parole. Les Américains vont reprendre le leadership sur le climat. Nous avons une place à prendre. Le temps file. Oui, mais on l'aura compris. Mais je le dis simplement. On a compris. Je vous laisse. Surtout, j'ai bien compris que c'était un débat qui allait nous emmener très loin. Et si on passait la soirée ensemble, on aurait le temps. Mais il faut qu'on avance un tout petit peu. Non, parce que très sérieusement, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Il y a un sujet quand même majeur sur lequel je voulais vous entendre également tous les deux. Une actualité dramatique ces derniers jours, c'est la mort de plusieurs adolescents, 2 dans le cadre de rixes entre bandes, 1 tué par balle en Seine-Saint-Denis vendredi. Écoutez ce que disait tout à l'heure Valérie Pécresse au grand jury. Elle emploie un mot très simple, les nouveaux barbares. On écoute et on en parle ensemble. Ça fait des années que j'alerte dessus, parce que ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. C'est un phénomène, c'est ce que j'appelle les nouveaux barbares. Ce sont des jeunes qui se mettent en bande, soit pour s'agresser mutuellement dans des logiques de territoire, mais, et c'est plus grave, aussi pour attaquer les institutions. C'est les mêmes bandes qui attaquent les policiers, les pompiers, les médecins. Et la droite pense aussi parfois que c'est les parents, Ségolène Royal, et ça c'est une idée qui est aussi parfois partagée. Est-ce que vous considérez qu'il faut demander ou qu'on doit demander plus aux parents? Oui, enfin il y en a certains aussi, Luc, en attendant Ségolène Royal, qui ne font pas toujours leur travail d'autorité. C'est simple. Comment est-ce qu'on encadre un jeune? Car des bandes, il y en a toujours eu. Mais ce qui est nouveau, c'est que les jeunes sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Comment est-ce qu'on encadre un jeune? On encadre un jeune quand tous les adultes référents qui l'entourent disent la même chose et le cadrent de la même façon. C'est-à-dire quand la parole des adultes de l'école est la même que la parole des adultes à la maison. Ce qui m'avait amené d'ailleurs à créer des écoles de parents pour redonner confiance à leurs parents et qu'ils ont le droit de mettre des interdits à leurs enfants. Disent la même chose que la police ou la gendarmerie de quartier. Et j'ai toujours été favorable, moi, à ce que dans l'école, le policier vient avec son uniforme et on explique très tôt aux enfants qu'est-ce que c'est que l'incarnation de l'autorité, qu'est-ce que c'est que le respect des parents, le respect des enseignants, le respect du policier, le respect du gendarme, le respect du juge, et que très tôt, on sensibilise les enfants à qui sont les adultes référents dans une société, qui ont la légitimité de donner les droits et les devoirs. Et ça, ce que disent les enseignants, c'est que maintenant, dès la fin de l'école primaire, on repère les enfants qui vont être en rupture d'école, comme disait Cyrulnik tout à l'heure, c'est-à-dire en rupture de la communauté chargée de les éduquer. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le confinement a été une catastrophe pour les enfants des familles populaires où souvent les mamans sont seules à la maison, se lèvent très tôt pour aller faire le ménage à 4h du matin dans les bureaux, l'enfant va seul à la maison, etc. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut des encadrements éducatifs de substitution. J'en avais créé quelques-uns en créant par exemple des internats en milieu rural pour les enfants des quartiers qui comme ça changer aussi de lieu et de fréquentation
ou des internats de proximité dans les quartiers pour ne pas disqualifier les mamans et pour faire en sorte qu'il y ait une éducation collective Et qui sont autour une des manière enfants. d'encadrer. qui sont dans les quartiers. Là-dessus, Mais ça très tôt. Un petit mot Et rapidement. à la fin de Mais ça, l'école primaire, il faut repérer Moi, les j'ai enfants créé qui les vont centres être en éducatifs rupture. fermés. Enfin bon, on est Non, tous c'est allés pas dans les centres cette. éducatifs. Moi, j'ai Il faut créé du ça. En 20 secondes, Ségolène Royal, est-ce qu'on arrive à la Il faut fin? du positif. C'est-à-dire qu'un enfant qui voit le grand frère ou la grande sœur qui a fait un effort considérable pour être diplômé et qui est au chômage n'a plus le sens de l'intérêt de l'effort scolaire. Donc il va être trafiquant de drogue parce qu'il va gagner 10 fois plus que le grand frère ou que la grande sœur qui a réussi et qui n'a pas trouvé d'emploi. Les diplômés sont pratiquement plus au c'est chômage. aussi retrouver pour les jeunes des figures d'adultes positives Qui soient référentes qui soient et des qui puissent des références modèles. et qui leur donnent envie d'avancer. J'ai encore une toute dernière Autre que les question footballeurs, à c'est tous possible. les deux en termes de figure justement. Une actualité de demain, mais qui va beaucoup occuper la journée de demain, le jugement de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire dite des écoutes sera Un rendu. scandale. Ah, ben justement, vous allez répondre tous les deux en 20 secondes. S'il est condamné, Luc, vous direz la justice a fait son travail ou la justice est Ah, politique? je trouve ce procès En 20 secondes. absolument scandaleux. Et c'est pas une question d'être pour ou contre Sarkozy. Je me suis engueulé mille fois avec lui. C'est pas le sujet. Mais je trouve que le fait que dans une démocratie, on ait le droit d'écouter un ancien président de la République pas en train de parler avec son avocat, ou quiconque d'ailleurs en train de parler avec son avocat, je trouve que c'est digne de l'Allemagne de l'Est des années Mais 50. s'il est C'est un scandale absolu, absolu. c'est que la justice Ce aura sera un peut-être des éléments. scandale. Un Ce sera un scandale. scandale absolu. Ségolène Royal, À cause de la si Nicolas procédure. Sarkozy- C'est scandaleux. Monsieur Bismuth, alors ça vous... Si Nicolas C'est lui. Sarkozy est condamné demain, c'est que la justice aura fait son travail, Mais Ségolène bien Royal? sûr, mais bien sûr. Ah, là, Mais je suis en comment est-ce qu'un désaccord ancien total. président de la République peut prendre un faux nom, Monsieur Bismuth, qui a d'ailleurs protesté? Terminons sur cette note humoristique, parce que franchement, quand les leaders étrangers regardent ce qui se passe en France au Mais cours justement. de ce procès, les bras leur en tombent. Je pense qu'il a Mais vous porté trouvez atteinte à la normal qu'on dignité, écoute un à ancien la président avec dignité son d'un chef avocat? Mais d'État. enfin, c'est scandaleux. Et il faut que la justice, Ouais. sans être critiquée, Non, comme c'est elle scandaleux. comme elle l'est par vous, puisse faire son travail, parce qu'il a utilisé, je Oh, peux bah, vous dire, le- tous les le moyens parquet de droit national financier, pour essayer de reporter les Je jugements. préférerais qu'il Eh bien, on pourra poursuivre ce débat demain quand le jugement sera rendu. Ce sera à suivre sur LCI. Cette émission est terminée. Merci à tous les deux. Je suis en train de faire la conclusion, mais bon, on va quand même s'arrêter. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, midi pour le grand jury, à 18h pour En toute franchise. Dans un instant, Emmanuel Ostri, on ne s'est pas tout dit, à 21h, soirée spéciale Trump, puisque l'ancien président américain fait son grand discours de retour. Ce sera bien évidemment à suivre en direct sur LCI. Bonne soirée à tous.